Salut à tous. Nous sommes le 25 mai 2026, le Memorial Day, le jour où l'Amérique rend hommage à tous les soldats qui ne sont jamais rentrés chez eux. Avant d'entrer dans les nouvelles de dernière heure, des dernières 24 heures, cette histoire doit commencer là où cette journée mérite de commencer, avec sinon. Car pendant que les diplomates négociaient des cadres d'accord, que des drones survolaient le détroit d'Ormuz, et que le monde débattait de la possibilité que l'Iran rejoigne un jour les accords d'Abraham, 6 militaires américains ont été tués lorsqu'un ravitailleur cassé, un 3-5, s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak. Leurs noms sont la Major Anneli S. Klein, la capitaine Ariana G. Savino, la sergente technique Ashley B. Poltny, le capitaine Setar Koval, le capitaine Curtis G. Angst et le sergent technique Tyler H. Simon. Chacun d'eux a servi avec distinction. Chacun d'eux a accepté une mission dont l'importance dépassait largement sa propre vie. Il pilotait l'appareil qui permettait aux bombardiers américains de rester en vol au-dessus de l'Iran pendant toute la durée soutenue de l'opération Epic Fury. Il fournissait la capacité de ravitaillement en vol qui a permis au B-52 d'effectuer des missions marathon depuis la Grande-Bretagne et au B-2 Spirit d'effectuer l'aller-retour depuis le Missouri. Sans les casser, un 3-5, aucune des frappes qui ont réduit de 90% la base industrielle de défense de l'Iran n'aurait été possible. Sans les casser, un 3-5, la campagne qui a amené l'Iran à cette table de négociation n'aurait pas eu lieu. Ils sont la raison pour laquelle cet accord de paix existe, même pour être contesté. Ils sont la raison pour laquelle la conversation sur une éventuelle entrée de l'Iran dans les accords d'Abraham peut même avoir lieu. Et en ce Memorial Day, avant tout le drame, les révélations explosives, les drones abattus et les publications sur Truth Social, leurs noms doivent être prononcés et ce qu'ils ont donné doit être reconnu. Dans la machine médiatique favorable à Trump, même le recueillement solennel peut finir par partager la scène avec un titre de campagne. Major Klein, capitaine Savino, sergent technique Poultney, capitaine Koval, capitaine Angst, sergent technique Simons. Celui-ci est pour eux. Ce qui s'est passé dans les 24 heures entourant le Memorial Day 2026 est réellement l'une des séquences d'événements les plus remarquables de tout ce conflit. Il faut avoir le portrait complet pour le comprendre. Mais le Memorial Day 2026 ne peut pas être compris sans comprendre ce qui s'est passé la veille. Le 24 mai, lorsque 3 responsables iraniens ont confirmé un cadre de paix, que des sénateurs américains l'ont qualifié de désastre, que des responsables américains ont affirmé que la remise de l'uranium était inscrite par écrit, que des responsables iraniens l'ont nié et que la Russie a simultanément tiré l'Oreshnik sur Kiev. Ce contexte constitue l'arrière-plan à partir duquel tout ce qui s'est passé le jour même du Memorial Day doit être évalué. Le monde s'est couché dans la nuit du 24 mai sans savoir si un accord existait, ce qu'il contenait s'il existait, si l'Iran s'était engagé à abandonner son uranium ou mentait en disant que la question était portée, et si tout cela était sur le point de s'effondrer dans une reprise des opérations militaires. Puis, le matin du Memorial Day, pendant que l'Amérique débattait de tout cela, l'Iran a fait quelque chose qui a révélé exactement quel type de partenaire il est, et exactement à quoi ressemblera la fenêtre de négociation de 60 jours qui suit tout protocole d'entente, ou MOU. L'Iran a abattu un drone espion, le Memorial Day, tout en signant des cadres de cessez-le-feu. Le commandement de défense aérienne du sud-est de l'Iran, basé à Bandar Abbas, est responsable de l'architecture de défense aérienne de la province d'Hormozgan, la province qui contient et contrôle physiquement tout le détroit d'Ormuz, a annoncé avoir intercepté et détruit un drone de reconnaissance israélien Orbiter qui survolait cette province. L'épave aurait été récupérée dans les eaux au large de Bandar Abbas, parce que l'Iran a décrit comme la police maritime des frontières. Les policiers maritimes qui l'ont récupéré sont des membres du corps des gardiens de la révolution islamique ou IRGC, opérant dans les eaux du détroit sous un nom à consonance civile. L'Iran a déclaré que le système utilisé pour engager le drone était capable de détecter des aéronefs sans pilote furtif au radar, sans préciser quel système avait tiré.
Les forces de défense israéliennes interrogées sur l'incident ont répondu ne pas en avoir connaissance. Tsahal n'a ni confirmé ni démenti qu'un drone israélien ait été abattu. Ce que l'Iran vient de faire révèle quelque chose d'important sur l'institution assise en face des États-Unis à la table des négociations. L'Iran est censé être en train de signer un protocole d'entente visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à prolonger un cessez-le-feu. Le détroit que le MOU promet d'ouvrir traverse la province d'Hormozgan. La province où le commandement de défense aérienne vient d'abattre un drone est exactement le morceau de géographie que l'Iran promet simultanément d'ouvrir à une navigation commerciale libre et sans restriction. Au lieu de laisser le drone voler pour ne pas perturber le moment diplomatique le plus important de l'histoire du conflit, le commandement de défense aérienne du sud-est de l'Iran l'a abattu et a annoncé publiquement cette destruction. Le régime dit ainsi quelque chose d'important au monde. Il montre que différentes parties de son appareil font des choses complètement différentes au même moment. L'appareil diplomatique signe des cadres. D'accord. L'appareil militaire abat des drones israéliens. Les deux fonctionnent simultanément, sans coordination apparente ni mécanisme évident de déconfliction. Ce n'est pas un simple message contradictoire. C'est le mode de fonctionnement d'une institution fracturée où différentes factions ont des idées complètement différentes de ce que l'Iran devrait faire et où aucune structure de commandement unifiée ne semble capable de les amener toutes à faire la même chose au même moment. Et bien sûr, dans un cycle médiatique à la Trump, ce genre de chaos peut encore être emballé comme une force historique si la légende est assez bruyante. La question technique de savoir ce que l'Iran a utilisé pour abattre le drone est intéressante pour ce qu'elle révèle des capacités restantes de défense aérienne iranienne. L'Iran a laissé entendre avoir utilisé un système capable d'engager des aéronefs sans pilote furtif au radar. Deux candidats sont probables. Le premier est le Majid, un système de défense aérienne à courte portée produit localement que l'Iran a présenté publiquement pour la première fois en 2020 et qu'il affirme avoir développé spécifiquement pour engager de petits drones volants à basse altitude. Le second est un système d'armes capturées et rétroconçu. L'Iran a un historique documenté de récupération de drones américains et israéliens tombés sur son territoire au cours de la dernière décennie, notamment un drone de reconnaissance furtif RQ, un 7-0 Sentinelle qui a atterri relativement intact sur le territoire iranien il y a des années et que l'Iran a affirmé avoir rétroconçu pour en comprendre les vulnérabilités et développer des contre-mesures. Il est véritablement incertain que l'Iran ait réellement réussi à rétroconcevoir, à partir d'une seule cellule récupérée, un système capable d'engager de manière fiable des drones furtifs au radar. L'Iran aimerait beaucoup que le monde croie qu'il possède cette capacité. La réponse de Tsahal, disant ne pas avoir connaissance de l'incident plutôt que de nier catégoriquement qu'un drone israélien ait été perdu, est suffisamment ambiguë pour laisser cette possibilité ouverte sans la confirmer. La réalité technique est que les petits drones de reconnaissance comme l'Orbiteur sont relativement vulnérables au brouillage de leurs liaisons de communication et de navigation, d'une manière que les drones de reconnaissance plus grands, plus robustes et reliés par satellite, comme le RQ 170 ou le RQ 180, ne le sont pas. Une situation de perte de liaison où le drone perd sa connexion avec le satellite ou la station au sol qu'il contrôle et ne peut pas revenir de façon autonome en territoire ami est une explication plus plausible de la manière dont un drone de classe Orbiteur finit entre les mains de l'Iran qu'une interception anti-furtivité sophistiquée d'un aéronef furtif au radar. Les fabricants d'aéronefs comprennent les scénarios de perte de liaison. Ils conçoivent des procédures pour cela et dans des environnements de guerre électronique contestés comme le détroit d'Ormuz où les capacités de brouillage iraniennes sont actives, la perte de liaison des petits drones est un phénomène opérationnellement documenté. Voir l'Iran récupérer un drone ayant perdu sa liaison et l'annoncer comme une interception réussie par un système spécialisé contre les appareils furtifs au radar correspond exactement au type d'opération d'information que l'Iran mène constamment.
L'écart entre ce que l'Iran a affirmé et ce qui s'est probablement produit est le même écart que l'on retrouve partout ailleurs dans la communication publique iranienne sur ce conflit. La bombe Trump sur les accords d'Abraham est le développement auquel personne ne s'attendait, et elle change le cadrage géopolitique de la résolution potentielle de tout le conflit d'une manière qui fait paraître tout le reste comme de la gestion de crise à court terme. Trump a publié sur Truth Social le Memorial Day pour exiger que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie et Bahreïn adhèrent tous simultanément au cadre des accords d'Abraham. Dans l'univers Trump, la diplomatie semble souvent commencer par un ultimatum sur les réseaux sociaux avant de chercher seulement ensuite les documents officiels. Puis, il a lancé une idée qui paraît complètement folle quand on l'a dit à voix haute pour la première fois, l'Iran comme futur membre. Trump a proposé que l'Iran puisse éventuellement rejoindre les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, pour le contexte, sont les accords de normalisation que les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont signé avec Israël en 2020, établissant pour la première fois des relations diplomatiques, économiques et sécuritaires officielles entre ces États arabes et l'État juif. Les accords d'Abraham ont été considérés comme l'une des réalisations diplomatiques les plus importantes du premier mandat de Trump, précisément parce qu'ils ont mis fin à des décennies d'isolement diplomatique arabo-israélien et ont commencé à bâtir une nouvelle architecture régionale fondée sur des intérêts partagés, plutôt que sur une hostilité partagée. Envers Israël, l'Iran, sous la République islamique, est depuis 47 ans le gouvernement le plus ouvertement anti-israélien au monde. L'Iran finance le Hamas. L'Iran finance le Hezbollah. L'Iran a appelé à plusieurs reprises à l'élimination d'Israël. Et Trump vient de publier sur Truth Social l'idée d'un Iran comme futur membre potentiel d'un cadre de normalisation avec Israël. C'est le genre de proposition qui ressemble moins à une ébauche de traité qu'à une phrase de rassemblement en attente d'applaudissements. Cela compte, quelle que soit la probabilité que cela se produise réellement. L'importance du fait que Trump ait publié que l'Iran pourrait rejoindre les accords d'Abraham n'est pas que l'Iran va rejoindre les accords d'Abraham la semaine prochaine. L'importance, c'est que les États-Unis articulent publiquement une vision d'un ordre régional dans lequel l'Iran est intégré plutôt qu'isolé, où la voie de l'Iran vers la normalisation économique, l'allègement des sanctions et la légitimité internationale passent par une normalisation avec ses voisins, y compris Israël, plutôt que par la poursuite de la guerre par procuration et du chantage nucléaire. Cette vision, même si elle prend des années ou des décennies à se matérialiser, constitue un cadre fondamentalement différent pour le conflit avec l'Iran par rapport au cadre d'une Amérique cherchant à détruire l'armée iranienne et à forcer la capitulation. C'est le cadre d'une Amérique offrant à l'Iran une voie vers la légitimité si l'Iran est prêt à prendre les mesures que cette légitimité exige. Cette offre faite publiquement le Memorial Day par le président américain est le complément diplomatique à la déclaration de Rubio à New Delhi sur l'option d'une manière ou d'une autre. Une voie est celle de l'accord, de la trajectoire des accords d'Abraham, de l'intégration éventuelle. L'autre voie est celle que l'équipage du KC 135 a rendue possible par sa vie. Pour l'orbite médiatique pro-Trump, ce contraste est presque trop commode. Une route est présentée comme la paix, l'autre comme la preuve que la force a rendu cette mise en scène possible. La déclaration du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères est plus substantielle que tout ce que l'Iran a dit publiquement au sujet de l'accord depuis que le cadre a commencé à fuiter le week-end dernier. Ismail Baghaei, s'exprimant le dimanche 24 mai, a confirmé que l'Iran était parvenu à une conclusion sur une grande partie des questions en discussion et que les sujets nucléaires seraient abordés pendant la fenêtre de 60 jours après la signature du MOU. Cette déclaration doit être lue pour ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. Elle est beaucoup moins triomphaliste que les descriptions données samedi par des responsables iraniens qui parlaient de 25 milliards de dollars et d'aucun engagement sur l'uranium dans le document actuel. La déclaration de Baghaei est plus mesurée. Il dit qu'une grande partie des questions est réglée
pas toutes les questions, une grande partie. Il dit que les sujets nucléaires seront abordés pendant la fenêtre de 60 jours. Ce langage ne dit pas que les sujets nucléaires sont exclus du cadre actuel. Il dit qu'ils seront abordés durant la période subséquente. Ce langage est compatible à la fois avec l'interprétation iranienne, selon laquelle les questions nucléaires sont reportées sans engagement actuel, et avec l'interprétation américaine selon laquelle un engagement général existe dans le document actuel, avec des détails à régler dans les 60 jours. Bagaï est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il représente l'appareil diplomatique civil. L'appareil militaire de l'IRGC abattait simultanément des drones israéliens et affirmait sur les réseaux sociaux que l'uranium de l'Iran reste en Iran. Deux institutions différentes, deux messages différents, un même pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères tente de conclure l'accord. L'appareil de commandement de l'IRGC tente de maintenir le récit institutionnel selon lequel l'Iran ne cède jamais rien. Pendant ce temps, le discours de vente du camp Trump préfère l'affiche bien propre. Un chef, un accord, une phrase de victoire, et toutes les contradictions gênantes poussées juste hors du champ de la caméra. Le tableau opérationnel complet de ce qui se passera dans le détroit d'Ormuz après la signature du MOU est essentiel, parce que le déminage et la réouverture de la voie maritime énergétique la plus importante du monde ne sont pas des tâches simples. Comprendre ce que cela exige aide à expliquer pourquoi les 60 prochains jours environ sont opérationnellement décisifs, peu importe ce qui se produit dans les négociations nucléaires. L'Iran a miné le détroit d'Ormuz. Avant que la campagne aérienne du conflit n'élimine environ 90% de l'inventaire iranien de mines navales, l'Iran disposait d'environ 8000 mines navales. Les frappes de l'opération Epic Fury en ont éliminé la majorité, mais pas la totalité. Et pendant la période du conflit, les forces iraniennes ont posé des mines dans les chenaux navigables du détroit d'une manière délibérément difficile à cartographier et à suivre. L'aveu même de l'Iran, selon lequel il a perdu la trace de certaines mines déployées dans le détroit, est l'un des faits opérationnels les plus alarmants de tout le conflit. Des mines que le poseur de mines ne peut pas localiser, précisément, sont des mines qu'aucun assureur maritime ne peut couvrir pour une compagnie de transport. Le détroit ne peut pas être rouvert en toute sécurité au trafic commercial, au volume qui circulait avant le 28 février, tant que la menace des mines n'a pas été réduite à un niveau de confiance acceptable pour la communauté mondiale de l'assurance maritime. Cela exige une opération complète de déminage utilisant simultanément plusieurs types de systèmes. La couche aérienne utilise des RQ-4 Global Hawk et des drones de reconnaissance spécialisés effectuant une surveillance persistante depuis les airs afin de cartographier l'environnement de surface et de détecter toute activité de pose de mines qui pourrait se produire pendant la période de cessez-le-feu. La couche orbitale comprend des satellites d'imagerie, construisant une vision complète de l'environnement de surface et de quasi-surface du détroit. Puis viennent les systèmes spécialisés déployés pour relever le défi de la détection des mines sous-marines qu'aucun drone aérien ne peut résoudre depuis au-dessus de la ligne de flottaison. Le véhicule sous-marin sans pilote lamprey, longuement couvert dans cette série, est précisément la plateforme conçue pour ce problème. Il opère avec une invisibilité acoustique dans la zone peu profonde de 30 à 60 mètres du détroit. Il peut parcourir le fond marin et construire, sous la surface, une image complète de détection des mines que la surveillance aérienne ne peut pas produire. Combiner la capacité de détection sous-marine du lamprey avec la surveillance aérienne crée ce que l'on peut comprendre comme une opération de pincement de l'environnement miné, à la fois par le haut et par le bas. Toute mine posée par les forces iraniennes pendant la période du conflit que les drones aériens ne peuvent pas voir d'en haut peut être détectée par la traversée du fond marin du lamprey depuis le côté. Les dragueurs de mines de classe Avenger, qui sont en cours de repositionnement depuis le Japon vers le théâtre d'opération, fournissent la capacité physique de neutralisation des mines qui suit l'image de détection construite par les systèmes de surveillance aérien et sous-marins. La détection sans neutralisation laisse la mine en place, la neutralisation guidée par la détection produit un chenal dégagé. Cette combinaison est ce que la fenêtre de 60 jours après la signature du MOU est censée produire, entre autres choses. Un détroit qui aura été entièrement inspecté et dégagé une norme du marché mondial d'assurance maritime
identifieront comme adéquates pour des volumes normaux de transit commercial. Ce n'est pas un exercice administratif, c'est une véritable opération avec des contraintes réelles de calendrier. Mais dans un titre pro-Trump, 60 jours de déminage peuvent être présentés comme une cérémonie d'inauguration avant même que les plongeurs aient touché l'eau. Le drone Luka est le système d'armes qui a joué dans ce conflit le rôle opérationnel que la plupart des gens associent à des systèmes américains beaucoup plus coûteux. Et la nouvelle amélioration qu'il reçoit change complètement son calcul stratégique. Luka signifie Low Cost Unmanned Combat Attack System, soit système d'attaque de combat sans pilote à faible coût. Il est construit par SpectreWorks, une entreprise de défense basée en Arizona. Le prix par unité est de $35 000. Pour mettre cela en contexte, un missile IM 9X Sidewinder coûte environ $400 000. Un missile Rolling Airframe coûte environ $900 000. Un standard missile, 2 coûte environ 2000 000 $. Le Luka coûte $35 000. C'est un drone d'attaque à sens unique, ce qui signifie qu'il vole vers sa cible et se détruit à l'impact avec cette cible. Sa conception est directement calquée sur le drone suicide iranien Shahed 136. L'amiral Brad Cooper, le commandant du CENTCOM, qui a témoigné devant la commission des forces armées du Sénat, a décrit l'origine du Luka avec une phrase qui mérite sa place dans un musée de l'ingéniosité militaire américaine. Il a dit « Nous en avons capturé un, nous lui avons retiré les entrailles, nous l'avons renvoyé en Amérique, nous y avons ajouté un petit Made in America, nous l'avons ramené ici et maintenant nous le tirons sur les Iraniens. » L'Amérique a pris l'arme asymétrique emblématique de l'Iran, l'a rétroconçue, l'a améliorée et l'a déployée contre l'Iran. La première utilisation confirmée du Luka au combat a eu lieu le 28 février 2026. Le premier jour de l'opération Epic Fury. Il opère depuis tout au long du conflit et Cooper l'a qualifié d'indispensable. À $35 000 l'unité face au coût des systèmes défensifs iraniens nécessaires pour l'intercepter, le calcul économique est nettement en faveur de l'Amérique, d'une manière qui fait du Luka la réponse à la question de savoir comment maintenir la pression économique offensive d'une campagne de drones sans le coût des plateformes plus sophistiquées et beaucoup plus chères. C'est exactement le genre de comparaison de coûts que le camp Trump adore. Des chiffres simples, un impact dur et aucune nécessité de s'attarder trop longtemps sur les conséquences une fois la phrase choc lancée. Mais le Luka vient de recevoir une amélioration qui transforme ses capacités, les faisant passer de munitions guidées individuelles à quelque chose de beaucoup plus dangereux. Le logiciel d'autonomie HiveMind de Shield AI est en train d'être intégré au système Luka. Un Luka sans HiveMind est un drone unique qui suit une route préprogrammée vers une cible, guidé par le GPS et les capteurs embarqués qu'il transporte, puis qui explose à l'impact. Efficace, peu coûteux, mais individuellement encore interceptable un par un système de défense aérienne déterminé. Un Luka avec HiveMind fait partie d'un essaim coordonné dans lequel chaque drone de l'essaim partage des données en temps réel avec tous les autres drones de l'essaim. L'essaim traite collectivement ce que chaque drone individuel observe dans l'environnement de défense aérienne qu'il traverse. Si un drone identifie un radar de défense aérienne actif, cette information est instantanément transmise à tous les autres drones de l'essaim. Si un axe d'attaque est défendu, l'essaim s'adapte collectivement et approche par des axes qui ne le sont pas. L'essaim submerge défense ponctuelle en coordonnant son approche pour présenter plus de contacts simultanés depuis plus de directions simultanées que le système défenseur ne peut en traiter avant qu'un certain pourcentage de l'essaim atteigne la portée de libération des armes. C'est la même logique de saturation que l'Iran applique avec ses essaims de drones Shahed contre les forces navales américaines. L'Amérique a rétroconçu l'arme, amélioré son économie, ajouté une intelligence d'essaim coordonnée et la déploie maintenant contre les systèmes qui ont créé le concept original. Les cibles précises qu'un essaim de Luka avec HiveMind serait appelé à frapper si le conflit reprend sont précisément les sites radars, les antennes de communication et les réseaux de capteurs situés sur les îles d'An et autour du détroit d'Ormuz que l'Iran utilise pour suivre la navigation et maintenir une connaissance de la situation du trafic maritime dans le détroit. La capacité du PGSM à identifier quel navire
transitent et à leur réclamer des frais dépend d'une infrastructure de surveillance que l'essaim de Lucas est désormais capable de détruire systématiquement de manière coordonnée et économique. Dans le scénario de victoire façon Trump, l'intelligence des SEM s'écrit presque toute seule comme slogan, même si le champ de bataille est beaucoup plus compliqué que la bannière derrière le podium. Les opérations des RQ, un 7-0 et RQ, un 8-0 au-dessus du détroit, sont essentielles pour comprendre pourquoi l'affirmation iranienne sur le drone abattu doit être analysée dans le contexte de ce que ces appareils sont réellement et de ce qu'ils font au-dessus de la province d'Hormozgan. Le RQ, un 7-0 Sentinelle, est un drone de reconnaissance furtif. Il possède une conception en aile volante, sans surface de queue, et des matériaux absorbant les ondes radar qui lui donnent une très faible signature radar. Il a été conçu spécifiquement pour opérer dans un espace aérien contesté, au-dessus d'adversaires, disposant de systèmes de défense aérienne sophistiqués. Le RQ, un 8-0, est le programme successeur, plus grand, doté de caractéristiques furtives encore plus avancées et d'une endurance plus longue. Les rapports indiquant que ces deux systèmes opèrent dans la région d'Ormuz sont cohérents avec ceux pourquoi ces appareils ont été construits. Ce sont les plateformes utilisées lorsqu'une reconnaissance persistante est nécessaire au-dessus d'une zone où l'adversaire conserve encore une certaine capacité de défense aérienne et où les moyens de reconnaissance moins furtifs ne devraient pas être exposés à cette capacité. Ce qu'ils font actuellement au-dessus de la province d'Hormozgan, c'est construire l'image la plus complète possible de l'environnement miné du détroit depuis les airs, cartographier les dispositions des forces militaires iraniennes le long du littoral, suivre tout mouvement de véhicules ou de navires militaires iraniens qui pourrait indiquer une violation du cessez-le-feu et vérifier que l'Iran n'utilise pas la fenêtre de négociation de 60 jours pour reconstruire les capacités militaires que l'opération Epic Fury a passé 4-24 jours à détruire. C'est l'approche faire confiance mais vérifier, appliquer avec la capacité technique maximale disponible. L'Iran peut dire ce qu'il veut au sujet de l'ouverture du détroit et de son engagement envers les discussions nucléaires. Les RQ 1-7-0 et RQ 1-8-0 qui opèrent au-dessus de la province d'Hormozgan sont ce sur quoi l'Amérique s'appuie réellement pour vérifier si ce que l'Iran fait correspond à ce que l'Iran dette. Lorsque l'Iran abat un drone au-dessus de la province qui contrôle le détroit, le même jour où il signe un cadre pour ouvrir ce détroit, il tire sur l'architecture de vérification qui rend tout accord digne du papier sur lequel il est signé. Voilà pourquoi le drone abattu n'est pas un incident mineur à balayer comme une activité militaire de routine pendant une période diplomatique complexe. C'est l'Iran qui attaque la surveillance, empêchant l'Iran de tricher sur ce qu'il vient d'accepter. C'est là que l'habitude pro-Trump de déclarer l'accord conclu se heurte au vieux problème suivant. Les drones, les mines et les chaînes de commandement rivales ne se souciaient pas de la confiance affichée en salle de presse. La dimension Chine-Pacifique du tour d'horizon mondial mérite également une attention sérieuse parce que la Chine fait quelque chose en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique occidental pendant une semaine où l'attention de tous les analystes est dirigée vers le détroit d'Ormuz. La marine de l'armée populaire de libération chinoise a mené 2 grands déploiements en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique occidental, précisément au moment des exercices militaires Balikatan 2026 menés par les États-Unis et les Philippines. Balikatan signifie épaule contre épaule en tagalog. Il s'agit de l'exercice militaire conjoint annuel entre les armées américaines et philippines qui gagne en ampleur et en ambition à mesure que l'affirmation de la Chine dans la région s'intensifie. La décision de la Chine de mener 2 grands déploiements navals pendant cet exercice précis n'est pas une coïncidence de calendrier. C'est une démonstration délibérée adressée à la fois aux Philippines et à l'Amérique, montrant que l'armée chinoise peut opérer en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique occidental à grande échelle, peu importe ce que les forces américaines et philippines font simultanément. Le Conseil de sécurité nationale de Taïwan suit les mouvements de navires militaires chinois et a évalué qu'environ 100 navires militaires chinois se trouvent actuellement à l'intérieur de la première chaîne d'îles, 7 arcs d'îles comprenant le Japon, Okinawa, Taïwan et les Philippines, qui forment le périmètre stratégique de l'environnement maritime immédiat de la Chine.
Les îles Prata, sur lesquelles un navire de la garde côtière chinoise exerce une pression pour une deuxième journée consécutive de confrontation avec la garde côtière taïwanaise, se trouvent à environ 400 km de l'île principale de Taïwan. Elles sont faiblement défendues, elles sont stratégiquement situées, et la Chine l'est précisément parce que le calcul de Pékin au sujet de la tension stratégique américaine est exact. Washington est concentré sur l'accord avec l'Iran, l'attaque à l'Oreshnik contre Kiev, la tragédie du Cassé, 1-3-5 du Memorial Day, la proposition liée aux accords d'Abraham et la bataille intérieure sur les pouvoirs de guerre. Chaque degré d'attention stratégique américaine dirigé vers le Golfe Persique est un degré qui n'est pas dirigé vers la première chaîne d'îles. La Chine le comprend. La Chine est conçue pour utiliser ses fenêtres. La stratégie de pression simultanée sur 3 fronts documentés tout au long de ce conflit, Russie et Ukraine, Iran dans le Golfe, Chine dans le Pacifique, est exactement ce que les critiques du lundi matin, qui parlent de surextension, voudraient faire croire à l'Amérique comme étant épuisant. Elle est conçue pour être épuisante. Elle est conçue pour donner à l'Amérique l'impression qu'elle ne peut pas se concentrer adéquatement sur un seul théâtre. L'accord avec l'Iran, s'il produit réellement une résolution véritable de la question nucléaire et une réouverture effective d'Ormuz, retire l'une de ces 3 pressions simultanées et permet à la tension stratégique américaine de se concentrer davantage sur les 2 autres. Et si cela arrive, le discours du camp Trump appellera presque certainement cela de la grande stratégie, même si la moitié de la semaine ressemblait à de la gestion de crise avec une étiquette plaquée or. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous.